Parce que c'est pas seulement que j'ai tombé en amour avec l'Italie, et j'ai découvert un monde très, très complexe. Ben, il y a deux choses. Il y a une chose personnelle, probablement, j'ai marié une femme italienne. Ma première épouse, maintenant divorcée, je suis remarié, était italienne. C'était un professeur d'université que j'avais rencontré là-bas. Donc, j'avais une motivation pour rester. Mais aussi, j'ai découvert un monde tellement complexe, parce que j'ai découvert qu'en fait, la société italienne, c'était pas une société étatique du tout. Ils avaient deux Italies qui couraient en parallèle, dans un certain sens, que les personnes étaient un peu, comment dire, il y avait un monde, je ne veux pas appeler ça médiéval, mais il y avait, comment dire, une autre sensibilité. Il y avait deux façons de construire la communauté. La façon officielle, avec l'idéologie étatique et les institutions étatiques, et qui traçait des parcours de vie tout à fait possibles que les personnes savaient exploiter. Mais parfois, il y avait non seulement de la résistance, il y avait une voie parallèle. Par exemple, c'est pas l'Italie, mais je ne sais pas si vous avez vu le film Chocolat. La Juliette Binoche arrive dans un petit village français, puis elle est chocolatière, elle fait du chocolat, puis elle va renverser l'ordre social parce que elle est, comment dire, elle est dégagée, elle tombe en amour, elle fait du sexe. Les personnes qui mangent du chocolat font du sexe, c'est tout sexe, effectivement. Et c'est très chouette. Puis il y a un monsieur le comte, je ne sais pas si c'est Baron Comte, il est interprété à propos par un acteur américain, puis c'est pas important. Et monsieur vit dans cette fiction que sa femme, absente, est partie dans un voyage. Enfin, elle l'a quitté. Elle l'a quitté parce qu'il est très, très serré. Un monsieur qui est incapable d'une joie de vivre. Puis c'est un peu ça l'histoire du film, non? Qui sont un peu en opposition, mais finalement, il se dégage lui aussi, puis il réalise, puis il avoue que sa femme l'a quitté. Si je me rappelle, je ne connais pas ce détail. Mais qu'est-ce qui est intéressant pour moi, c'est la connexion avec l'Italie, c'est que ce monsieur était pauvre. Ce monsieur vivait dans une bulle. Ce monsieur vivait dans un passé, tu sais, de statut, il est le baron local, et monsieur le baron, monsieur le comte, le baron, j'ai oublié, il était un petit noble, en tout cas, avec son château, mais ce château vide, évidemment, qui avait seulement il vivait dans une chambre, dans un château de... Non? Mais il y avait une chose qu'on ne pouvait pas jamais lui enlever, c'était le respect des personnes, même les personnes qui riaient de lui. Les personnes qui l'appelaient, tu sais, le monsieur gonflé, oh, monsieur le comte se passe tellement, tu sais. Et ça, c'est l'Italie. Ça, il y a une voie vers la communauté qui implique des façons de construire la communauté basées sur, bon, c'est pas nécessairement le respect, mais un autre système de statut qui est parallèle au statut qui dérivent ou qui sont attachés à des communautés, on va dire, du marché, conditionnées par le marché capitaliste. Les Italiens ont inventé le capitalisme, après tout. Donc, ils ont conservé ça. Par exemple, j'ai découvert une chose, OK? La grande bourgeoisie romaine, parce qu'à fin de compte, j'ai fini par vivre à Rome et connaître cette grande cette bourgeoisie très, très bizarre, dans un sens, parce qu'ils étaient les héritières de la bourgeoisie des papes. La bourgeoisie des papes, les États pontificaux. Après 1870, quand le gouvernement italien a conquis Rome, littéralement, avec des soldats, cette bourgeoisie qui gérait, qui était la bureaucratie des papes, a été évidemment virée. Et cette bourgeoisie virée n'avait plus de rôle. Et non seulement n'avait plus de rôle, mais leurs anciens patrons, les papes, ne voulaient rien savoir d'eux parce qu'ils étaient des perdants, dans le sens qu'ils n'avaient pas de contact avec le nouvel État. Ils n'avaient pas aucun contact, ils n'avaient aucune puissance politique. Tu sais, le Vatican devait chercher des alliés. Puis la loyauté envers une classe de personnes qui t'ont servi loyalement pendant, je ne sais pas, des siècles, maintenant, ils ont été largués, ils ont été virés par leurs patrons, anciens patrons, comme ils ont été ignorés par les nouveaux patrons, parce que c'était des traîtres, hein, c'était des lèche-pieds des prêtres, des laquais des prêtres. Ils n'ont aucun rôle. Okay? Aucun rôle. Alors, ma recherche éventuellement, c'était de recréer, de voir comment ils se sont réinventés. Ils se sont réinventés en se insérant dans cette deuxième communauté parallèle et disant, mais c'est nous, non, les maîtres de cette communauté de civiltà, d'être gracieux. On est les interprètes qui incarnent mieux cette culture, non, d'être per bene, on dit bien-être, non, des gens bien, non.
Puis en fait, ils ont réussi. Ils sont respectés. Et souvent, ils sont pauvres, même aujourd'hui. Souvent, ils n'ont pas de pouvoir économique, ils n'ont pas de pouvoir politique. En fait, ils ont un dédain vers le pouvoir politique parce que ça serait trahir leur racine ou leur identité d'interprète des bonnes mœurs. Mais j'ai découvert une chose en vivant avec eux, que les papes, tiennent en vie une manoir virtuelle que personne ne connaît. C'est une manoir médiévale avec des titres. Je crois qu'il y avait même un film de Dan Brown, le Chamberlain. Non? Mais ce personnage du Chamberlain existe vraiment. Comme existent des domestiques, des femmes de chambre, des hommes de chambre, des chevaliers. C'est tous des titres symboliques. Ces personnes ne vivent pas ensemble. Okay? Mais ces titres sont revendiqués et sont attribués par des papes à certaines personnes de confiance. Et avec lesquels ils construisent un genre de manoir, mais aussi évidemment des réseaux politiques, c'est-à-dire un genre de groupe de personnes qui vont le protéger, qui vont faire de la propagande pour le Vatican. Parce qu'ils sont des laïcs, ils ne sont pas des prêtres, justement. Mais ils sont des membres de cette bourgeoisie, généralement. Et ça, c'est la bénédiction ultime de recevoir du pape un de ses titres, Monsieur le Chevalier. Le Chevalier, pas pour l'État italien, mais pour le Vatican. Dans ce manoir virtuel, invisible, effectivement. Mais tu ne peux pas imaginer l'orgueil de ces personnes de finalement être bénies par un pape et recevoir un tel titre qui perdure pendant des générations. Hein? C'est des générations. C'est des lignages entiers. Alors, c'est là où j'ai eu un peu, la confirmation qu'il y a plusieurs façons de construire des communautés. On n'est pas tous dans des communautés de pouvoir. On n'est pas tous dans des communautés comme Bourdieu, dans un sens prétend que même là, quand tu as des arguments puis sur qu'est-ce qui constitue le bagage culturel des personnes pour établir le statut, c'est quand même un statut très hiérarchique qui est plus ou moins appuyé un statut officiel, donc basé sur l'argent et le pouvoir politique. Et où c'est pas la culture même de James Scott, la culture de résistance, non? Weapons of the Weak, par exemple, où tu vas saboter, non? L'ouvrier humble va travailler lentement, il va parler en dessous, chuchoter un fucking boss. C'est pas cette culture de sabotage. C'est une communauté en parallèle qui vit dans sa propre bulle, mais tout le monde la connaît. Et tout le monde peut participer parce qu'elle est démocratique, même si elle est très hiérarchique. Elle est démocratique parce que cette communauté est basée, à différence de la communauté du pouvoir politique puis du pouvoir économique. Le pouvoir économique, soit tu es riche, moi je suis pauvre. Pas toi, nécessairement. Mais il y a un riche, il y a des pauvres. Pour avoir des riches, il faut être des pauvres. Mais dans cette communauté parallèle, c'est une communauté qui est basée sur la quotidianité. Donc, les bonnes mœurs, par exemple, sur manger ensemble, comment on s'assoit, comment on parle, comment on s'habille, les expressions de politesse. Et dans ce sens-là, c'est très démocratique parce que tout le monde mange, tout le monde parle, tout le monde s'habille. Alors, tout le monde est potentiellement membre de cette communauté. Il n'y a aucune personne, il n'y a pas de classe exclue dans cette communauté. Il y a des classes moins munies que d'autres, bien sûr. Il y a des classes qui ont moins de bagages culturels, qui ne savent pas vraiment parler très, très bien. Hein? Je vais donner un exemple. C'est drôle. Je m'amusais énormément avec ça en Italie. Une madame bourgeoise engage un plombier. Le plombier arrive chez elle. Et comme les plombiers italiens ne sont pas très différents des plombiers ici, je veux dire, il arrive en retard, puis il fait il refuse d'enlever ses bottes, il laisse des traces partout sur le tapis. La madame, en fin de compte, puis il est lent, puis il dit « je pars », puis il s'en va, puis il retourne, puis la madame dit « là, je suis bloqué, là, peut-être. » Elle commence à se chicaner. Gentiment, poliment, devant moi. Je connaissais la madame en question. Madame bourgeoise, très bourgeoise, très bien habillée, 50 ans, des enfants, un mari, tout. Elle commence à dire, mais bon, vous n'êtes pas un homme de parole, voyons. C'est comme ça. Quand je dis chicaner, c'est très grossier pour vous déjà dire, vous n'êtes pas un homme de parole, c'est déjà très, très grave. Tu ne tiens pas ta parole. Vous n'êtes pas un homme de parole, vous n'êtes pas un homme fiable. Voyons donc, vous arrivez ici, que vous avez fait un dégât. Ah, pour qui te prends-tu, toi, espèce de vache? Là? Donc, c'était vraiment un peu grossier, là. En italien, bien sûr. Puis là, le mari de la madame intervient. Qu'est-ce qu'il dit à le monsieur? Il dit, comme ça, il fait le geste comme ça. C'est un conte.
Il dit, ognuno a suo posto, chacun a sa place, s'il vous plaît. Et le monsieur, immédiatement, le plombier, désiste. Non, chacun a sa place, s'il vous plaît. C'était c'est un exemple minuscule, un peu ridicule, du pouvoir et, comment dire, la véracité de cette culture alternative, qui n'est pas vraiment une alternative, parallèle, qu'elle fonctionne toujours, et que même les plus démunis partagent. Tu n'as pas besoin de croire dans la culture pour qu'elle soit efficace, comme un champ d'agir, puis un champ de pensée. Tout le monde reconnaît les signes. Qu'est-ce que ça veut dire, non? J'étais à une fête une fois, c'est toutes des anecdotes dans un sens, mais parce qu'il n'y a pas d'institution, c'est toutes des anecdotes, c'est tout interpersonnel. Alors, tu fais une fête, il y avait une madame invitée, il y a plusieurs invités, c'est un genre de cocktail, un genre de 4 à 6, 4 à 5, je ne sais pas, 5 à 7, j'ai oublié, quoi que ce soit. Puis là, après, un couple part, puis c'était un monsieur assis qui était venu avec sa jeune compagne. Il avait largué sa femme, puis il s'était pris une genre de danseuse blonde, un genre de viking. Les Italiens l'appelaient la vikinga parce qu'elle était blonde et grande, type suédoise, non pour eux, stéréotype. Là, puis lui, il voulait la présenter en société. Puis elle arrive en mini-jupe argentée, avec des souliers rouges, avec des talons hauts. Ah, mais tout le monde est très gracieux parce que ça, c'est une marque de la bourgeoisie. Ils ne sont pas snobs. C'est le savoir-vivre, c'est savoir accepter tout le monde puis s'entendre avec tout le monde. Comme j'ai dit, c'est démocratique dans ce sens-là. Il y a une place pour tout le monde. Non? Alors, il quitte. Puis là, le premier commentaire. As-tu vu ces talons? Des talons de 7 cm avant 5 heures de l'après-midi. Avant 6 heures, 8 heures le soir, je ne sais pas. Il y a une règle, il y a des règles pour tout. Non? Mais c'est ça, je veux dire, des bons mœurs. Alors, c'est du snobisme. Si tu es un étranger dans ça, c'est du snobisme. Mais c'est avec ce genre de choses-là, quand tu n'as pas des moyens institutionnels, et puis c'est pas l'argent, puis c'est pas le pouvoir politique avec lequel tu dois ériger ta communauté, avec quoi tu vas construire ta communauté? Tu vas la construire avec la quotidianité. Tu as ces éléments-là à ta disposition. Tout le monde mange, comme j'ai dit. Tout le monde utilise des fourchettes, des couteaux. Tout le monde boit. Tout le monde va sacrer. Tout le monde parle. Tout le monde a un accent. Alors, quel de ces éléments vas-tu utiliser pour marquer ton statut? Et donc une communauté. Alors, même les plus démunis qui ne savent pas parler, je connais des Italiens qui ne savent pas parler l'italien, par exemple, parce qu'ils parlent un italien de rue, ou ils parlent un italien de dialecte, et puis ils ne savent pas l'italien standard, ils vont quand même être respectés. Comme les bourgeois disent, même le paysan a sa dignité. Quand tu es dans un système, tout le monde est dans le système, dans l'ensemble, c'est correct. Certains sont mieux munis de l'autre, mais en fait, noblesse oblige, non? Les plus huppés, on va les appeler comme ça, ont le devoir de prendre soin et d'inclure, de jamais mettre en embarras, ça c'est la règle d'or, de jamais mettre en embarras gratuitement une personne humble. OK? Je l'ai faite une fois, par exemple, par accident. Il y avait une madame qui travaillait pour nous, qui cuisinait pour une trentaine de personnes. Bien, on la connaissait depuis, pas moi, mais d'autres personnes de la famille la connaissaient depuis 40 ans. C'était la fille de l'ancienne serveuse. Tu sais, je veux dire, c'était de génération, ce genre de rapport. On l'appelait par son premier nom. On se tutoyait. Puis on mangeait en campagne. C'est en campagne, c'était pas formel, ça, c'était pas assez, c'était pas... C'était à des pâtes, tout le monde buvait du vin rustique, on mangeait. J'ai dit, Marie, assis-toi. Non, non, non. Assis-toi, voyons, là, mange. Non, prends un verre avec nous. Non, assis-toi. Non, 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 non. J'ai insisté. Elle a mangé très humblement. Puis après, on me dit, mais tu sais, tu l'as mis en embarras. Parce qu'elle sait que c'est pas sa place. Ici, même si on est très gentil, ça, c'est la place des maîtres. Et là, toi, tu l'as obligé de affronter ou croiser une ligne de démarcation avec laquelle elle n'était pas confortable, donc tu l'as mis en embarras. Fais attention à ça. C'est une bonne leçon, évidemment, une leçon de vie, de gentillesse, mais aussi une leçon anthropologique, comment on construisait ces communautés. Donc, j'ai vécu en Italie assez longtemps. À certains moments, mon mariage a commencé à sombrer et mon père ici est mort et ma mère était un peu démunie ici à Montréal. Alors, je suis rentré à Montréal et en rentrant à Montréal, en fait, une voisine de ma mère dit, tu sais qu'il y a un poste à l'Université de Montréal, pourquoi tu ne dis pas à ton fils? Il est anthropologue, il cherche un anthropologue.
Ma mère m'a dit, tu sais qu'il y a un poste à l'Université de Montréal? Je dis, non, je ne savais pas. Bien, il y a un poste, regarde, c'est dans le Soleil, le Journal de Québec. Alors, OK, c'est dans le Soleil, je fais une demande, puis je retourne en Italie, puis j'oublie. Puis là, on m'appelle. Tu sais, on m'appelle, on dit, viens, tu es finaliste dans le concours, veux-tu venir? On va te payer le voyage. Et moi, je suis tellement stupide, naïf, je dis, non, 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 parce que j'avais programmé de venir au Canada quand même, alors je n'ai pas besoin de me payer le voyage. Alors j'arrive ici gratuitement, bien sûr, probablement c'est comme ça qu'ils m'ont donné une poste. Qu'est-ce que je sais? Mais c'était pas l'argent du département. Mais en fin de compte, bizarrement, c'était un poste sur les Autochtones, et j'étais spécialiste des Autochtones, et même avec mes études sur l'Italie, puis mon projet italien qui a vraiment démarré après que j'ai commencé ici, parce qu'une fois que j'étais arrivé en Italie, j'étais exotique. J'étais le seul personne en Italie qui avait fait un terrain avec les Autochtones. La seule personne. Puis il y avait beaucoup d'anthropologues en Italie. Mais c'était tout un peu théorique pour eux. Non? Et des terrains dans le sud de l'Italie avec des villageois, avec des paysans. Personne n'avait lutté avec un ours grizzly comme moi. Mais je n'ai pas vraiment lutté, mais c'était ça l'image qu'ils avaient, que j'étais continuellement, je me levais, puis je tuais un ours, puis un jour, puis là, j'allais ici, puis je faisais une autre chose. Je mangeais la viande crue, je leur rassurais que c'était pas comme ça, mais quand même, j'étais exotique. Et en fait, comme je disais avant, le changement de location m'a vraiment éveillé les idées. Je voyais toutes sortes de choses que je ne voyais pas avant. Et donc, deux choses. J'étais vraiment sollicité parce que j'étais l'expert sur les Autochtones. Hein? C'est qu'en fait, je suis expert sur les Autochtones. Et, et j'étais moi-même productif. Je travaillais sur les Autochtones. J'ai écrit et publié plus sur les Autochtones pendant que j'étais en Italie que j'étais ici, pendant que j'étais ici. Parce que justement, ce contraste, ce changement de monde, ce changement d'environnement, et voyant comment on construit les communautés de façon alternative, en fait, qui était un peu parallèle avec la façon dont les Sakini construisaient une communauté, silencieusement, m'a ouvert des idées. Donc, j'ai publié beaucoup de choses. Et donc, quand je suis arrivé ici, j'avais un beau bagage, on pourrait dire, d'études autochtones. Et c'était Rémi Savard, qui était ici à l'époque, qui était en congé sabbatique. Donc, il voulait renforcer le secteur autochtone. Puis, ça tombait bien parce que lui, il allait en congé sabbatique, donc j'assumais ses cours. Et puis, j'aurais développé... Ils voulaient que je développe, ils m'ont dit après, ils n'ont pas vraiment écrit dans mon mandat, un programme d'études autochtones que ma collègue, Marie-Pierre Bousquet, éventuellement a créé ici. C'est un grand succès, honneur à elle. Mais moi, je suis pas très bureaucratique. Je suis pas trop pratique. Je suis pas trop... Je sais pas. J'ai pas vraiment de parcours, moi, en anthropologie. Je suis comme une bille qui a frappé plusieurs choses. Oh, regarde, ça, c'est curieux. Oh, regarde, j'ai écrit un peu sur tout. J'ai publié des livres sur l'art, j'ai publié sur la mythologie, j'ai publié sur l'organisation sociale, j'ai publié sur la Nouvelle-Guinée, j'ai publié sur les Autochtones d'Aînés, j'ai publié sur les Autochtones de Côte-Ouest, qui est une autre ère culturelle. J'ai réimaginé justement la matrilinéarité. J'ai répondu à c'est quoi la matrilinéarité. Je ne dis pas que c'est la seule réponse, mais en tout cas. Puis là, j'ai commencé à travailler sur l'État italien, j'ai travaillé sur les bourgeois italiens, j'ai travaillé avec les paysans italiens aussi, que j'ai pas vraiment trop publié. Là. J'ai une chose qui est en train de sortir, qui est sortie en fait sur les paysans italiens avec lesquels j'ai travaillé. Alors, j'ai fait un peu de tout, j'ai pas vraiment eu de carrière. Puis en fait, juste pour te dire comment ça fonctionne un peu, là, c'est un métier quand même, être anthropologue. C'est un rêve pour moi, un rêve. Je peux pas imaginer notre vie. Mais c'est aussi un métier. Puis tu sais très bien, il faut répondre aux critères du métier. Tu ne peux pas arriver, tu dois travailler comme tu ne sais pas exactement 9 à 5, mais il y a des règles. Et quand on m'a informé, tu sais que tu devrais faire une demande de titularisation, devenir professeur titulaire. Je dis, ah oui, oui, t'es dû. Ah, je ne savais pas. Moi, je vis dans une bulle de... C'était 1 an après le fait, puis il me demandait pourquoi tu n'as pas fait la demande. Je dis, ah, j'ai le droit de faire la demande? Ah, je ne savais pas. Alors, faire la demande, alors, j'ai écrit une lettre, puis chers collègues, je demande le droit d'accéder au titre de professeur titulaire. Cordialement, Guy Lamy. Mais non, c'est pas une demande, ça. J'ai dit, c'est quoi une demande? Alors, tu dois dire, te vendre. J'ai dit, pourquoi? C'est mon CV. Tu as juste à regarder. J'ai dit, le comité va regarder mon CV pour décider si je mérite ou non. En tout cas, une des critiques que j'avais entendues, des faiblesses qu'on m'avait fait noter de mon dossier, comme on l'appelle, c'est que j'étais un monsieur tout faire.
que j'avais publié sur trop de choses, que je n'avais pas poursuivi seulement une ligne d'enquête. Puis j'ai répondu à cette personne à l'époque, j'ai dit, ben, honnêtement, je pensais que ça aurait été un atout, que j'ai même publié sur la linguistique, j'ai publié en archéologie, j'ai publié ethnologie surtout, et de différents sujets. Ça, c'est pas bon, ça? Je pensais qu'on était censé être anthropologue. Non, non, c'est pas bon. C'est pas un parcours normal. Ah, OK. Quand même, cette personne en fait, quasiment m'avertissait que je n'allais pas recevoir. Je l'ai reçu, en tout cas, juste pour te dire. Alors, j'ai pas trop de... J'ai pas trop de parcours, j'ai pas de carrière, moi. Je travaille, je fais un boulot, c'est tout. Alors, à fin de compte, je travaille ici, puis étant ici, voilà, tu sais que je suis citoyen italien. Je suis devenu citoyen italien. Je parle italien courant. En fait, les Italiens ne soupçonnaient pas que je n'étais pas italien. Tous les Italiens pensaient que je venais d'une autre partie d'Italie, parce que j'avais un peu d'accent. Ils savaient que je n'étais pas un Italien né en Italie, ou pas né en Italie, mais pas né là. Mais ils pensaient que je parlais tellement bien l'italien qu'ils pensaient que j'étais italien, peut-être venant du Nord, parce que j'étais grand, et donc les personnes du Nord sont grands comme les Allemands. Là. Alors, je suis un immigrant italien, moi. Pour le gouvernement italien, je suis littéralement inscrit dans le registre des immigrants italiens. Quand je suis arrivé ici, je suis considéré un immigrant italien. J'avais la citoyenneté, alors je vote dans les élections italiennes. Je suis un immigrant. Alors, un double immigrant. J'ai immigré en Italie, puis là, j'ai réémigré chez moi, apparemment, où j'ai découvert que, en fait, je me suis assis dans une propriété qui appartenait à la famille de ma mère, mais je ne savais pas. Alors, je suis, comme j'ai dit, un immigrant. Et là, ce double changement, c'est-à-dire un premier changement en Italie, ça m'a ouvert les yeux, justement, sur les Autochtones. Et là, j'arrive ici, et là, soudainement, je commence à comprendre l'Italie. Non? D'une distance, encore une fois. Le changement. Alors, c'est là que je lance le projet formel d'enquêter et travailler sur la bourgeoisie italienne. C'est là que je retourne pendant 1 an et demi. J'avais vécu avec eux. Je connaissais la culture intimement, d'une façon que rarement les anthropologues vont connaître cette culture. J'ai vécu cette culture, je le connais. Je n'ai même pas besoin de l'articuler. J'ai vécu là 12 ans de ma vie, dans ce milieu que je voulais décrire formellement. Comme j'ai dit, souvent les anthropologues ont des projets. Oui, ils maîtrisent la langue, puis ils vont retourner, mais ils n'ont pas une connaissance de vivre là tous les jours. Je sais comment naviguer, je veux dire. Alors, je suis retourné pour 1 an et demi et j'ai fait de la recherche formelle à Rome qui a mené à, justement, ce dernier livre que j'avais écrit. Mais c'est mon dernier livre, bien que j'avais écrit d'autres choses entre-temps. Mais ça a pris très longtemps de sortir ça. Pas parce que l'idée de base était difficile. L'idée de base, comme j'ai dit, c'est communauté parallèle, on va l'appeler comme ça. Non? La civiltà, si on veut l'appeler, la culture différente. Non, c'est que quand j'ai découvert, j'ai ouvert la porte de ce projet, j'ai découvert, après le fait, que tout le monde sur la planète avait écrit sur Rome. Est-ce que tu sais quand Jules César a été assassiné? Il a été assassiné à 2h34 l'après-midi. Puis il y a des personnes qui ont ostiné, puis ont construit des carrières à s'ostiner, non, c'était à 2h32. Il y a des livres entiers qui ont été écrits sur ce genre de détails, et pas seulement en italien, pas seulement en anglais, mais en français, en allemand, en portugais, en espagnol. J'ai tout lu. Ben, j'ai tout lu. J'ai lu le plus possible pour me familiariser. Et même là, j'ai fait des erreurs, évidemment, dans mon livre. Des erreurs, des stupides erreurs, des petites erreurs mais de fait. Mais ça m'a pris longtemps. Entre-temps, je me divorçais, je me suis remarié, et là, j'ai eu le cancer aussi. Alors, c'était un moment où j'avais sorti mon dernier livre sur les Autochtones, qui s'appelait Errance, qui était un peu une redécouverte, une réinterprétation de ce monde mythologique après 20 ans ou 30 ans de distance. Qu'est-ce que ça veut dire bouger? Qu'est-ce que ça veut dire errance dans l'imaginaire? Et là, je pensais que je sortirais mon livre sur Rome, puis là, j'ai eu le cancer. Et donc, j'ai dû interrompre pendant quasiment 5 ans à lutter contre le cancer. Mais en fait, c'était pas lutter contre le cancer, c'était lutter contre le système médical du Québec. Parce que j'avais le cancer, mais franchement, c'est un enfer. Parce que une opération, une intervention après l'autre, je ne veux pas en parler, c'était grotesque en fait. 5 ans. J'ai dû lutter contre l'incompétence du système qui m'ont quasiment tué à plusieurs reprises.
Mais finalement, je suis sorti. Puis mon livre, je l'ai écrit quand j'étais malade, effectivement. Je l'ai réécrit. J'avais un manuscrit. Je l'ai complètement réimaginé quand j'étais malade. Et peut-être que c'est la meilleure chose, dans un certain sens. Je suis convaincu d'une chose. Mon parcours m'a convaincu que c'est toujours la distance. Auto-imposée, auto-créée, mais il faut avoir une certaine distance. On enseigne aux étudiants parfois, regarde, tu vas aller partager leur intimité. Oui, c'est vrai, mais tu ne vas jamais partager l'intimité. L'intimité que tu partages avec les personnes avec lesquelles que tu veux étudier, c'est l'intimité du voyageur. Tu t'assieds en avion pendant 8 heures, tu vas commencer et tu vas parler de tes amours, de ta vie sexuelle, tu vas parler de, comment dire, des choses que tu n'aurais jamais partagées à n'importe qui, parce que tu sais, tu ne vas jamais revoir cette personne dans ta vie. Non? Jamais. Probablement. Non? Et alors, il y a une certaine fausse intimité. Une intimité aussi qui a des limites imposées par le temps. Parce que tu sais que le voyage va finir, comme tu sais que ton enquête de terrain va finir. Puis éventuellement, tu vas rentrer chez toi. Alors, pour moi, ça n'a jamais été à propos de l'intimité. Ça a toujours été à propos de comment l'intimité va être imposée, que tu veux ou tu ne veux pas, parce que tu partages leur vie. Tu partages, tu te lèves, tu te couches avec eux, mais en même temps qu'eux, dans des conditions, tu vis comme eux. C'est la distance. Comment peux-tu trouver la distance et conserver une certaine objectivité, une certaine distance quand tous les événements de ta vie te poussent vers une intimité, mais une fausse intimité selon moi.